Juste avant d'entamer ce troisième temps, qui était les temps d'autonomie qu'on essaie d'instaurer dans la classe, et Marie va m'accompagner sur cette partie de la présentation, parce qu'elle a plein de choses à dire. Mais juste avant ça, je voulais revenir sur cette photo-là, parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose qui me semble très important. Vous savez, vous avez certainement dû voir dans les photos de Gennevilliers, il y avait cette ellipse au sol, qu'on utilisait au final plus comme un regroupement qu'autre chose, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, je crois, parce qu'au final, l'ellipse, ça crée plus de bazar qu'autre chose dans la classe. Et puis, bon, c'était intéressant pour les tout petits, mais au final, l'espace de la classe était vraiment trop petit pour que ça fasse sens. C'est le constat que j'ai fait après 3 ans. Mais du coup, c'est vrai que je vois souvent cette ellipse qui est utilisée en regroupement. Dans la classe de Vania, elle a eu une idée que je trouve très intéressante, c'est qu'elle n'était pas trop pour l'ellipse parce que les enfants seraient assis au sol, c'est froid, c'est pas très hygiénique, etc. Elle a pris l'idée de petites galettes, de petits coussins. Vous les voyez ? Là-bas sous la petite tente là. Et donc dès qu'il va y avoir un regroupement, eh bien, il y a 2 tables à côté que tu décales, c'est ça un Vania, tu les plaques contre le mur ou tu les décales. Les enfants prennent une petite galette et ils se mettent en demi-cercle et ils font leur regroupement. Ensuite, on range les coussins, on remet les tables et fin de l'histoire. Et je trouve, pour l'instant, dans toutes les visites que j'ai faites, etc., et puis l'expérience que j'en ai, je pense que c'est une des options les plus intéressantes quand on n'a pas de place et qu'on ne veut pas mettre de banc parce que ça prend de l'espace. Donc je reprends la classe de Marie juste avant qu'on ne fasse le grand chamboulement. Déjà, quand même, c'est vrai qu'il faut dire que ta classe, Marie, c'est déjà pas une classe traditionnelle. Tu as déjà, je crois quand même que tu avais déjà fait un pas, non, quand même? Un petit pas, mais en fait, c'était surtout, je pense, on parle beaucoup maintenant des classes flexibles. Et donc, j'étais en cours, parce que j'ai jamais réussi à rentrer dans cette technique à 100%. Mais je pense que ce n'est pas utile quand on travaille différemment. Et donc voilà, il y a des limites aussi à la classe flexible et je l'ai ressenti. Donc, justement, c'était de ça dont j'allais parler, donc c'est super, tu me tends la perche. C'est que ce qui m'a frappée dans la classe, c'est effectivement Marie avait placé un gros ballon. Et c'est vrai que c'est sympa, on est bien assis dessus, etc. Mais ça me questionnait quand même. Je me dis, est-ce que c'est quand même pas plus là pour de la remédiation à un fonctionnement qui n'est pas opérationnel que vraiment pour aider les enfants? Bon, j'avais juste la question. Je n'en avais même pas parlé à Marie. Et puis, et en même temps, ça se confirmait parce qu'en observant la classe et quand je voyais Marie faire ces présentations en collectif, là, je crois que tu enseignais un son aux enfants. De méthode classique, hein. Donc, comme on nous apprend à l'école normale ou comme il y a dans les méthodes. C'était vraiment pour que Céline voit comment ça se passe pour la plupart des enseignants en primaire. Donc vraiment, je crois que c'était le son U, donc tu faisais avec ces enfants. Et je trouve ça génial. Regardez la tête des enfants, quoi. Est-ce que vous voyez la tête de cette petite-là? C'est Hajar, non? La tête de cette petite, celle-ci là-bas, là, regardez, hop. Elle n'en peut plus. C'est Malak. Et puis bon, les autres, voilà, ils sont là, enfin lui, il regarde ailleurs. Les 2 petits, là, ici, ne regardent pas. Bon. Et pourtant, ce que Marie faisait, et puis elle y mettait une belle énergie, donc, mais ça peut pas fonctionner. Ils sont pas actifs. Et donc, évidemment, il s'est passé ça, et j'ai trouvé ça très drôle. C'est marrant qu'on ait pu le filmer. C'est le zébulu. Alors, dans le mot zébu, en fin de mot, qu'est-ce qu'on entend dans le... Tu as pris le mot zébu, c'est juste. À la fin, on entend quoi? Mohamed Alamine, le U, super. Et bien, c'est la lettre, le son, surtout, qu'on va apprendre aujourd'hui. Le U, ouais. Est-ce que c'est dans la famille consonne ou la famille voyelle? C'est pas grave. Ah, il y a des 2. C'est voyelle, d'accord? La famille voyelle, c'est ceux qui sont avec O, A, I, et il y aura aussi U, du coup, d'accord? Ouais. C'est que si on mettait un ballon à tous les enfants, ils seraient tous en train de faire pareil. Donc là, c'est flexible. D'accord, mais c'est toujours la même histoire. Si c'est pour mettre un pansement sur une jambe de bois, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ne pas les travailler les causes directement? Donc du coup, forcément,
forcément, lorsque l'on passe à un fonctionnement où les enfants vont pouvoir être actifs, se balader dans l'espace, choisir leurs activités, forcément, eh bien, il y a plus de calme d'un seul coup, il y a moins d'agitation, les enfants n'ont plus besoin... D'ailleurs, le ballon, moi, je ne l'ai pas vu utiliser. Je l'ai retiré. Ah, bah voilà, c'est une bonne raison. Et pourquoi tu l'as retiré ? Suite aux vidéos et suite au constat que ça ne servait à rien, je n'allais pas le garder. Donc du coup, tout de suite, on voit, ça a été vraiment un grand calme. Moi, je l'ai observé et Marie va en témoigner tout à l'heure. Ils arrivent même à mettre la main sur l'épaule de temps en temps quand ils y pensent. Donc les choses miracles, c'est formidable. J'ai filmé rapidement ce que ça pouvait donner. Ici, les feuilles, les crayons. Tu as des choses, des pochoirs, si tu veux les utiliser, ou tu dessines ce que tu as envie. Comme tu veux. Je te laisse. J'avais expliqué quand on utilise quelque chose, je ne sais pas qui est allé. Donc Yasmine, tu peux t'amuser à ranger tous les livres. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Marie, là, on en a parlé, c'était drôle, tu t'en es aperçue toute seule en regardant la vidéo, c'est qu'en fait, elle a gardé des automatismes d'avant avec un fonctionnement nouveau. C'est-à-dire qu'elle est debout, elle parle fort, elle se dirige aux enfants debout. Quand il y a un souci, elle arrête tout le monde alors qu'il y a une activité. Les enfants sont en activité, en fait. Ça se passait bien pour tout le monde. Il y a juste un enfant qui n'a pas rangé sa boîte, mais pourquoi arrêter tout le monde? Donc, c'est vraiment intéressant. Ça montre qu'en fait, c'est un fonctionnement qu'on a tous à apprendre. Les enfants,
Mais l'adulte aussi, il doit se défaire de ses Les enfants doivent apprendre à être autonomes, mais nous devons apprendre à avoir la posture qui leur permet de l'être. Et c'est pas simple. Ici, les garçons, ils n'ont pas fini. Ok, donc ça, pour l'instant, on ne touche pas. Et donc, on n'oublie pas, quand il y a des activités qui sont déjà prises, soit on peut regarder, mais... Je me permets encore d'arrêter. C'est que là, ce que fait Marie... Je vous le dis parce qu'en fait, je pense qu'on est nombreux à faire ça, donc je préfère le signaler maintenant. Au lieu d'expliquer, là, elle vient de dire, bah oui, parce que quand il y a un tapis, je sais pas, tu as donné une indication, et elle le dit à tout le monde. Mais le mieux, dans ces cas-là, c'est de noter ce que vous avez à dire aux enfants sur l'instauration du cadre qui ne passe pas. Je ne sais pas moi, quand il y a un tapis qui est déroulé, quand on a déroulé son tapis, on n'oublie pas de bien le rouler une fois qu'on a terminé l'activité. On le note et après en regroupement, là on dit, alors oui c'était chouette, etc. J'ai juste vu, attention, un tel ton tapis. Et puis vous êtes encore plusieurs à oublier. On fait une démonstration à ce moment-là, une petite scénette avec tout le monde. Ça marque les esprits, ça marque les enfants et c'est beaucoup plus efficace que de dire ça à la volée comme ça lorsque les enfants sont au travail. Parce que là on fait deux choses en même temps. On est en train d'avoir la posture d'étayage et en même temps de cadre à tout le groupe. On est entre les deux là, ça ne va pas, ça ne peut être bénéfique ni pour l'enseignant ni pour les enfants. Ce que je voulais dire, c'est que, alors effectivement, quand on passe dans un fonctionnement basé sur l'autonomie de l'enfant, tout de suite, il y a comme un mieux, quoi. Quand on passe d'un système où ils sont très contraints à un système où on a quand même pensé un petit peu les choses avant, on a eu le temps de faire des choix d'activité, qu'on les laisse être autonomes, eh bien, il y a quand même un mieux. Et c'est peut-être de ça, Marie, là, dont tu pourrais témoigner. À toi. Avant de parler de ce qui s'est passé après les vacances et du grand changement, je voulais juste revenir sur ce qui s'était passé juste après notre premier week-end ensemble. Donc Céline est venue le mardi qui a suivi la conférence. Et ce qui s'est passé, c'est que grâce à une activité qu'elle a menée, on s'est rendu compte que les enfants savaient déjà lire plus de sons que ce que je ne pensais, puisque moi, je fonctionnais avec une méthode, un son par semaine. Et donc là, ça a été un grand étonnement pour moi, puisque je n'imaginais pas du tout qu'ils en étaient là, même des enfants pour lesquels je pensais qu'ils étaient un peu en retard. Suite à ça, je les ai pris. Peut-être dire ce que j'ai fait, c'est que simplement, j'ai demandé à Marie, pendant qu'elle était en train de... Je crois que c'était le son U, je lui ai demandé, est-ce que ça ne te dérange pas si... Parce que je les voyais un petit peu là... C'est la photo où on voit les enfants qui s'ennuient. C'était ça. Voilà, en fait, c'était ça, tu as raison. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que vraiment, tu m'autorises à faire un essai? Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, mais je pense que ça peut fonctionner. Essayons. Et donc, je dis aux enfants, bon, les enfants, alors, j'avais envie d'essayer quelque chose avec vous. Et pareil. En fait, je pense que certains ici savent déjà lire. Alors, hop, et j'écris, je crois que j'écris au tableau. Ah non, j'ai vérifié quand même. J'ai vérifié des sons, enfin, j'ai des lettres. J'ai écrit des lettres au tableau, des consonnes, et j'ai demandé aux enfants s'ils connaissaient le son, pour savoir un peu, parce que je ne les connaissais pas. Je crois que c'était la deuxième fois que je venais dans la classe. La première fois. Et ils disaient effectivement le nom des lettres. Mais rapidement, quand j'ai dit non, le son, je veux savoir quel son ça fait, certains ont commencé à comprendre, ils ont entraîné le reste. Et puis après, j'ai mis une voyelle, et j'ai dit bon. Et puis ça a commencé rapidement, quelques-uns ont réussi à le faire, donc ils étaient joyeux. Et j'ai dit ok, alors puisque certains savent décoder ce petit non-mot, je vais vous écrire un vrai petit secret. Et là, j'ai demandé à Marie de me donner des petits papiers et j'ai écrit dessus sac, seau, alors en phonétique au début, fil, mur. Et j'ai plié les petits secrets et j'ai donné à des enfants comme ça. Alors, vous auriez dû voir leurs yeux. Et d'ailleurs, j'ai la vidéo, je vais vous montrer. Certains
réussi à lire, d'autres ont eu besoin de soutien, mais alors regardez Le changement au niveau du visage est assez marquant. Ah oui, j'ai oublié. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a sur ton petit secret? Ça, normalement, le fun individuel, mais comme tu es parti sur le groupe là, je fais ça. Mais. Alors, essaie, vas-y. Tu peux le faire? Attendez. Ça fait quoi ce son là? Après. Et après. Alors ça fait. Ça. Sac. Qu'est-ce que c'est, sac? Est-ce qu'il y a des sacs ici dans la... Est-ce qu'il y a un sac dans la classe? Oui. Un bout de scotch. Madame Marie, un bout de scotch, vite. Il faut... Comment tu sens? Comment s'appelle votre copain? Bader-Edine. Bader-Edine? On l'appelle souvent Bader. Bader, excuse-moi Bader. Vas-y Bader, va. Colle sur un sac. Et on va se créer. Si les Sur un sac. on peut l'appeler Bader. Oh là, t'as trouvé l'endroit des sacs là. Il y a plein de sacs. Donc là, il a fallu l'aider un petit peu, vous avez vu? Mais peu importe. En fait, il en est là. C'est difficile un tout petit peu. Maintenant, ça y est, il lit des mots déjà. Mais au début, il fallait juste l'aider, lui dire « Ah, ça ». Après, c'est « Vas-y, ajoute-le ». On l'aide, on tire. Et puis, hop, il comprend le mécanisme et après, il part. Et ce qui a été surprenant pour moi, après, je redonne la parole à Marie, parce qu'effectivement, c'est vrai que ça a été un moment, je pense, déclencheur pour la classe. Même pour moi, ça a été... J'en ai parlé après, dès qu'on a vu l'équipe de Saint-Gilles. Il s'est passé quelque chose de formidable. C'est que ça, c'était très joli parce que j'ai vu les enfants vraiment, comme vous voyez le petit Bader, là, leur visage plus rayonnant, vraiment comme reprendre un petit peu vie, quoi. Ils étaient contents de faire quelque chose qui les enthousiasmait. Et du coup, dans cette joie avec les enfants, je leur ai écrit au tableau un petit mot. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient le lire parce que ils en étaient clairement pas là. Mais je me suis dit, comme je vous ai dit la dernière fois, mieux vaut toujours se dire que quand on pense être au-dessus, on est quand même peut-être encore en dessous. J'ai écrit ceci en me disant, liront ceux qui pourront lire, mais ça venait du cœur, donc je leur ai écrit. Et regardez ce qui s'est passé. Ceux qui comprennent, tant mieux pour eux. Non, j'ai pas écrit cœur. Je n'ai pas écrit cœur. Non. Non, c'est pas parce qu'il y a un cœur que c'est amoureux, je t'aime. Vous avez un peu les lettres avant. Mardi, non, ça commence par la Merci. Oui, bravo. C'est pas... Attends, comment elle s'appelle? C'est Maria Puccino, elle est débarquée... Comment elle s'appelle? Mariam. Alors là, vraiment, je suis impressionnée. Elle a trouvé? T'as juste... Tu peux le redire, Bichette, c'est quoi? Elle a dit merci. Attention, ça fait aussi. Est-ce que tu peux relire, mais avec le C qui fait merci. Et j'ai écrit quoi? Merci. Merci les enfants. C'est merci. Bravo mademoiselle. Bravo, c'est super. Ils sont capables de lire ces enfants. Et donc après, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans la classe, du coup? Suite à ce constat que j'ignorais totalement, donc on s'est rendu compte que les enfants savaient donc plus que ce qu'on pensait suite à notre méthode. Et donc j'ai pris individuellement des enfants pour voir un peu, tester, voir où ils en étaient. Donc je leur ai fait lire des lettres pour entendre le son, mais c'était en imprimé majuscule puisqu'ils revenaient de maternelle et que tout ce qui en attaché, c'est pas travaillé en maternelle chez nous. Et donc j'ai choisi en fait des enfants pour voir un peu où ils en étaient. Donc j'ai choisi
le petit garçon qui a lu le mot sac, qui me semblait vraiment intéressé par la lecture. Et j'ai choisi aussi Malak, qui en fait est une élève qui était avec moi déjà l'an dernier, qui a doublé, qui est syrienne. Et l'an dernier, quand je lui demandais de faire une activité, c'était « moi, pas envie ». Et c'était tout. Et donc pendant 1 an, j'ai un peu galéré à essayer de la motiver et à ce qu'elle rentre dans les apprentissages. Et au final, c'est seulement cette année qu'il y a eu un déclic. Et le déclic a été encore plus important depuis les vacances de Toussaint. Et donc ça a été vraiment un gros choc en fait. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et beaucoup donc, du coup de questions comment je vais faire parce que voilà, le constat c'est que moi je les endors avec une méthode et je suis censée les réveiller et les motiver à ce qu'ils puissent lire. Et donc beaucoup de réflexions et donc Céline m'a conseillé donc de faire des leçons en 3 temps qui sont décrites dans son livre aussi. Et donc voilà, j'ai pris plusieurs enfants et donc ça m'a rassurée. Je me suis dit waouh, beaucoup d'étonnement, beaucoup de joie pour ma part et beaucoup de joie pour les enfants aussi. Et puis il y a eu le grand changement donc, de mobilier. Ma classe a eu une nouvelle organisation. Et puis il est arrivé le lundi 5 novembre, tant attendu étant... Attends, tu vas un petit peu vite. Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche soir ? Ah oui. Le dimanche soir, donc vous avez vu la vidéo ou la photo, je ne sais plus, du samedi 23h. Mais il y avait encore beaucoup de choses à faire. Donc le dimanche, juste avant la rentrée, j'ai pris ma journée pour continuer ce tri. Et c'était en fait vraiment, je pense, la première fois où j'ai paniqué. Donc j'étais vraiment très très stressée de me dire j'arriverai jamais à trier autant de choses. À l'époque, on avait retiré une grande armoire où il y avait mon matériel. J'ai repris la grande armoire que j'ai remise dans ma classe parce que c'était pas possible tout de suite comme ça, un changement aussi radical. Et donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, quand même de sentiments de stress, d'inquiétude, de doute. Est-ce que je suis capable ? Est-ce que ça va fonctionner ? Voilà, donc c'était assez perturbant. Heureusement, Céline m'a réconfortée par un coup de téléphone. Et voilà, donc j'ai pu terminer, que ce soit pas comme je l'espérais parce qu'il me manquait du temps, mais c'était, je veux dire, le lundi, c'était clairement opérationnel et voilà. Et donc le lundi, quand je suis arrivée en classe, donc à 8h30 chez nous, vu que c'est en primaire, les enfants ne rentrent pas au compte-gouttes. Ils rentrent tous à 8h30 quand on ouvre la porte. Et déjà là, ils m'ont dit « Ah, la classe, elle a changé, la classe, elle a changé !» Parce qu'ils passaient leur petite tête depuis 8h15 du matin. Et donc, ils étaient impatients de la découvrir. Et quand ils sont rentrés dans cette fameuse classe qui avait changé, ça a été « Waouh !» Enfin, un étonnement énorme, une joie. Je me sens trop bien ici. Enfin, beaucoup de commentaires assez positifs qui réconfortent, vu que c'est le début de la journée et qu'on n'est quand même pas super à l'aise. Et puis après, il y a eu le moment de l'accueil où là, je fais les émotions. Et d'habitude, depuis 2 mois, les émotions, c'est partagé entre joie, colère, tristesse. Et c'est voilà, il n'y a pas plus de joie que de tristesse, mais c'est voilà, toujours un peu mitigé. Et là, j'ai eu que des avis positifs. La classe elle a changé, je l'aime trop. Je me sens bien ici. J'aime trop, j'ai trop envie de découvrir. Et donc voilà, beaucoup d'impatience, beaucoup de joie, beaucoup d'envie de rentrer et de travailler finalement différemment. Et donc voilà, moi clairement, le dimanche et le lundi matin, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Je n'avais rien programmé. Et c'était en mode Inch'Allah, comme on dit chez nous, dans notre quartier, de dire on verra. Et donc j'ai vraiment lâché prise en fait. Et je me suis dit, les enfants vont répondre à mes questions, je pense, ou à mes doutes. Et c'est ce qu'ils ont fait vraiment. Ils ont été vraiment adorables. On a vu sur les vidéos. Bon, c'est moi qui faisais le plus de bruit. Eux, ils étaient relativement concentrés sur leurs activités et c'était très rassurant. Et donc, moi, j'avais quand même des questions pendant toute la semaine de Toussaint, de me dire, voilà, là, je vais leur proposer des Lego, des puzzles, mais quid des fondamentaux ? Comment je vais les motiver à leur faire écrire alors que c'est pénible pour eux, alors qu'ils vont d'office choisir toutes des activités ludiques et peut-être pas, du coup, ce que je pourrais proposer en écriture, en lecture, en calcul et autres. Et là, j'ai eu un grand étonnement quand Céline est venue. C'est un enfant qui est arrivé près de moi en fait, en après-midi en me disant voilà, je veux écrire en attaché. Pof. Ok, donc j'ai sorti le cahier de 3 lignes. Pourquoi il est allé te voir ? C'est parce qu'elle avait installé un petit tableau ligné et tu avais écrit la date
Ce que tu ne faisais pas avant. Non, je ne faisais pas ça, pas comme ça en tout cas. Et Marie avait écrit la date en attaché et elle me disait mais ils ne connaissent pas encore les lettres en attaché, on les a pas Le toutes sens vues. surtout, moi c'était le sens qui me faisait peur de les lâcher en me disant ils vont peut-être effectivement écrire le lundi, mais peut-être pas de la bonne façon parce qu'ils peuvent commencer leur lettre entre guillemets où ils veulent. Et donc moi c'était beaucoup d'inquiétude de me dire voilà, l'écriture attachée, il y a un sens qui doit être respecté, c'est très important finalement. Et ce petit garçon, il était en train d'écrire quasiment à la fin de la date. Et je lui dis, mais tu veux, il était tout fier. Et je lui dis, mais tu veux écrire? Alors va voir Madame Marie, il va lui dire. Et puis c'est là comme ça qu'il est arrivé. Mais c'est le tableau ligné, vraiment, je vous assure, ça déclenche des choses. Et donc suite à ça, donc, finalement, il a passé 2 heures de son après-midi à écrire. Et donc du coup, il y avait les petites mains des autres enfants qui venaient pour me poser des questions. Et vu que j'étais lente à la réaction, puisque j'étais occupée avec Saleh, mais au final, il y avait un intérêt aussi chez ceux qui venaient poser leurs mains et puis de se dire moi aussi, en fait, finalement, j'ai quand même envie d'écrire. Et donc, il y a eu vraiment une espèce de contagion, insoupçonnée de base. Et voilà. Et donc, lui, il a vraiment pris plaisir et sa calligraphie, et j'ai bien pu remarquer qu'elle était quand même très très bonne, ce que je ne savais pas au départ, ou très peu, parce que c'était vraiment chaque fois à écrire I, écrire O, et voilà. Et donc là, on a accéléré le mouvement, quoi. Et ça a été très porteur. C'était beaucoup de joie pour moi. Après la première journée, j'étais sur un nuage, de me dire, ça y est, j'ai trouvé enfin ma façon de faire, c'est trop cool. Et Saleh, il avait quand même des comportements qui étaient parfois dérangeants en classe. Donc c'était vraiment l'élève que je n'aurais jamais imaginé qui me demande dès le premier jour d'écrire. Je pensais plutôt qu'il allait être au Lego toute la journée. Et ce n'a pas été le cas. Et donc voilà, donc le changement, même en fin de journée, il y a eu un retour très positif des enfants. On ne travaille pas, on fait que jouer. Donc pour eux, c'est le jeu, mais à moi de leur faire comprendre qu'ils sont quand même en apprentissage, mais d'une autre façon. Et puis il y a eu le deuxième jour qui était aussi excellent. J'étais avec j'allais dire ma collègue, mais en fait c'est ma stagiaire, mais que je considérais vraiment comme ma collègue. On échangeait beaucoup en fait, et on s'est rendu compte que même moi, mon comportement avait complètement changé. J'ai des collègues qui sont venus pour faire de la remédiation, qui m'ont dit Marie, on ne t'a jamais vue comme ça, t'es apaisée, t'es souriante, t'es calme. Donc voilà, ça faisait quelques années que je travaillais donc dans cette école, et ils voyaient quand même une certaine, colère cachée du fonctionnement dans lequel j'étais, qui ne me convenait pas du tout au final. Et donc vraiment un apaisement, même le soir quand je rentre chez moi, je suis apaisée, quoi. Je veux dire, je suis capable de travailler ou de jouer avec mes neveux et nièces, alors qu'avant c'était pas le cas, parce que j'en avais jusque-là. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un changement au niveau donc du travail, mais vu que le travail a une importance quand même énorme dans notre société, ça a d'office des répercussions aussi sur nous et sur notre façon d'être dans la vie extérieure. Et voilà. Et donc mes collègues ont vraiment remarqué, et j'aurais pas posé de questions au départ parce que je voulais juste qu'elles voient un peu ma façon de travailler qui avait changé. Et elles, directement, le premier constat, c'est pas l'attitude des enfants, c'était mon attitude qui avait vraiment fort changé. Et donc c'était très porteur, quoi. Et ce fameux jour, le mardi là en question, je fais l'étude, et après l'étude, je parle avec des grandes de 5-6 qui sont les grandes sœurs de mes élèves. Et elles me disent « Ah, madame, on ne travaille plus dans ta classe. » Ouais. Alors je leur explique si on travaille, mais différemment. Je dis voilà, maintenant, vous qui êtes passé par la première primaire, c'était effectivement beaucoup de feuilles, dans un classeur, et assez classique cette méthode. Et au final, donc je dis moi, ça va être moins de feuilles, ça sera une autre découverte, un autre apprentissage en manipulant, en travaillant différemment. Et là, il y avait une de mes élèves qui était là, Zeynep, qui m'a regardée et puis qui a mis ses mains vers le ciel, et en regardant le ciel aussi. Merci Dieu. En disant, donc c'était tous des petits mots comme ça, des mimiques, corporellement, beaucoup de câlins, beaucoup de je t'aime madame, qui ne me faisaient pas avant, qui me disent que finalement je pense vraiment être sur la bonne voie. Et donc voilà, donc toute la semaine ça a été vraiment génial. Et j'ai aussi rencontré les parents parce que j'avais les bulletins le mercredi. Ah, les bulletins. Alors, ces bulletins ont été faits finalement avant que je change ma méthode. Donc, je les ai faits pendant les vacances. Et je me suis rendu compte, après 2 jours, quand j'ai dû les donner, de me dire ils ont vachement évolué. Le petit Saleh, que je ne pensais pas qu'il était capable d'écrire autant,
l'est suite au lundi après-midi. Et donc voilà, je ne savais pas trop finalement comment aborder les parents, parce qu'en plus, je devais leur demander la permission qu'ils soient filmés et qu'ils puissent passer ici. Et le droit à l'image dans certaines communautés, puisque moi je suis dans une école où il y a beaucoup de cultures différentes, ben, ça pose question. Donc j'étais pas mal stressée à ce niveau-là, et donc il fallait vraiment que je parle un peu du projet et de cette autre façon de travailler, sachant qu'ils avaient aussi des grandes sœurs ou des grands frères qui étaient passés aussi par la première année chez nous. Et en fait, ça a été un retour, je n'ai jamais eu un retour aussi positif des parents. Voilà, donc le petit garçon qui a un bonnet, en fait, a des problèmes de santé et a été absent pendant 1 mois au début de l'année. Et donc, lors de la rencontre avec les parents, enfin avec le papa, j'ai dit, voilà, je me pose beaucoup de questions, en tout cas sur lui, parce qu'il ne participe pas aux activités traditionnelles comme on le faisait avant. Et donc, voilà, j'avais peur qu'il soit déjà à 6 ans en décrochage scolaire. Et le papa m'a affirmé que pendant 2 mois, les 2 premiers mois, ça a été très complexe pour lui de l'emmener à l'école. Donc, il y avait des retours à l'hôpital ou chez le médecin, mais ça ne justifie pas en fait, effectivement le mois d'absence. Il a été en partie pour des raisons médicales, enfin, il n'était pas là pour des raisons médicales, mais aussi parce que le papa devait se battre au quotidien pour l'emmener à l'école. Et maintenant, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas perdu un jour d'école, où il vient tous les jours. Donc c'est assez rassurant aussi. Et le papa m'a dit vraiment, il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé en 2 jours, parce que là, il veut aller à l'école. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est limite lui qui a d'abord amorcé la discussion. Et donc c'était assez interpellant de se dire que cet enfant, effectivement, il a un décalage, il n'est pas au même stade que d'autres, mais finalement, je pense que c'est partout pareil. On a des enfants qui sont à des niveaux différents et on nous parle de différenciation, mais je pense que c'est bien plus facile de différencier quand on est dans une méthode comme celle-ci que dans une méthode classique, parce que c'est limite infaisable. Et donc voilà, donc j'ai eu ce retour de parents qui m'a dit oui, pas de problème, si c'est bon pour l'enfant, je signe la convention. Puis j'ai donc la petite Malak, la petite Syrienne qui elle, en fait, donc du coup, j'ai compris pourquoi elle n'a pas pu avoir une attention particulière envers l'école, puisque le reste de sa famille était encore en Syrie et c'était la zone qui était bombardée. Du coup, je pense qu'au niveau émotionnel et pour les parents comme pour la petite, qui ne comprenaient pas tout, mais qui sentaient qu'il y avait quand même une tension au sein de la famille, c'était pas possible. Et le papa m'a expliqué avec ces quelques mots français, parce que c'était plus du mime et pour faire passer le message qu'autre chose. Il m'a dit voilà, qu'en fait, l'an dernier, c'était non, papa, pas école, pas école. Et maintenant, c'est papa, 8h. Donc c'est vraiment une autre chose. Et ça a été assez fou d'entendre tout ça et assez réconfortant et de se dire, voilà, finalement, même si on a des difficultés, parce que c'est pas facile pour nous, le changement, ça fait peur, le changement, ça prend du temps, mais c'est clairement possible, et surtout qu'on a des retours comme ça des parents. Et au final, donc, tous les parents ont signé et ont accepté que leurs enfants soient filmés. Et donc, ça a été un stress en moins aussi pour moi. Oui, donc juste aussi, lors de la rencontre avec les parents, il y a une maman qui a sa fille pour la première fois dans notre école. Elle était avant dans une autre école, et qui m'a expliqué qu'est-ce qui s'est passé avec ma fille. Et donc moi, je fais on a changé. Enfin, je ne savais pas trop vers quoi elle voulait m'emmener finalement dans la discussion. Et il s'avère qu'en fait, elle m'a expliqué que sa fille était d'une timidité énorme, qui l'empêchait finalement de rentrer en communication avec les adultes, mais également avec les enfants. Ce qu'on a pu observer avec mon équipe aussi de première, de se dire que voilà, dans la cour, elle parlait à personne, beaucoup de difficultés à communiquer, à être dans un réseau social. Enfin, je veux dire, elle était vraiment renfermée sur elle-même. Et la maman m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé en 2 jours? Là, ma fille, maintenant, quand elle se balade devant l'école, sur la rue, quand elle voit quelqu'un, elle dit « Ah, bonjour, comment ça va ?» Et elle me dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Et donc, je lui ai expliqué tout le changement. Et elle me dit « Non, mais c'est vraiment fort parce que même à la maison, maintenant, elle commence à s'exprimer concernant l'école, alors qu'elle ne disait jamais rien avant. Et moi, maintenant, elle commence à courir dans les bras, alors qu'au début, elle avait un peu terrifiée comme ça. Et envers les autres enfants, maintenant, depuis 2 semaines, j'ai bien pu remarquer que ça se passe super bien et qu'elle a vraiment pu se développer à ce niveau-là. C'est passionnant tout ça, parce que c'est des choses qui se reproduisent. À chaque fois qu'on est au bon endroit, ça se reproduit, quoi. C'est réconfortant et c'est aussi c'est à la fois le signal
qu'on est au bon endroit et c'est en même temps notre objectif. C'est à la fois le signal et l'objectif. Parce que tout est là. Si on touche du doigt ça, on rentre dans un cercle vertueux d'une puissance extraordinaire. Comment penser qu'en 2 jours, ça change pour ces enfants-là, qui étaient dans des timidités extrêmes, dans une envie vraiment, un manque d'envie terrible d'aller à l'école, et qui changent en 2 jours. C'est pas de la magie, c'est juste que d'un seul coup, on remet un peu de vie dans cet endroit qui pour des conditions qui nous échappent et qu'on subit aussi, est un peu mortifère. Et là, c'est comme une respiration. Et c'est reproductible. Et c'est ça qui me réjouit en passant dans les classes, de voir, ok, là ça opère, là c'est en train d'opérer, ça y est. Et moi, ça me remplit de joie parce que j'ai la sensation de faire comme une passation de relais aussi. Une fois qu'on n'est plus Enfin, je sais bien que je ne suis pas la seule à avoir vu cette chose-là, bien évidemment, mais en tout cas, j'en ai très, très envie de la partager. Et c'est un tel soulagement pour moi de voir que ça y est, voilà, il y a d'autres personnes qui touchent du doigt ça, qui vont pouvoir l'expliquer, le transmettre à d'autres. Parce que peut-être que tout est là. Et de comment on fait pour maintenir ça. Parce que justement, si le premier et le deuxième jour, ça a l'air d'être un miracle, ensuite, ça peut être la traversée du désert pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et là, il ne faut surtout pas oublier ce qu'on a vécu. Ça va être notre lumière au bout du tunnel. Parce que ce qui se passe, c'est quand les enfants passent d'un fonctionnement où ils étaient contraints à un fonctionnement où ils peuvent à nouveau bouger, choisir des activités, pouvoir parler, faire des activités aussi qui leur plaît, plus de création aussi certainement, de construction, etc. Voilà, ça s'apaise. Rapidement, comme ils sont très 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 intelligents, eh bien, les activités qu'on avait mises ne sont déjà plus au niveau. Du coup, eh bien, les enfants commencent à faire des choses un peu surprenantes, comme ceci que j'ai pu observer. Tu veux faire la tortue? Oui. Super. Tu veux faire le chat? Oui. Voilà, tu mélanges toutes les pièces, hein, pour ne pas tricher. Arrête un peu. C'est pas Noé. Tu ne trouveras pas. Oui, on a tout mélangé. Et là, tu ne trouveras pas. Ben, regarde, tu mets les pièces déjà pour voir. Ça, c'est les petites pâtes. J'ai expliqué à Pablo tantôt. On doit d'abord assembler les yeux. Oui, les yeux, les mains. Voilà. Et après les yeux, on met les oreilles. Ben, regarde. Oui, voilà. Ouais, super. Il y a encore une oreille. Regarde bien, Wendy. Ça, c'est une patte. C'est la première fois que je la vois. Tu fais pas comme ça d'habitude.
d'abord c'est là. Donc là, c'est une petite fille qui réussit quand même à faire quelque chose d'assez ordonné, finalement. Avec, même dans son désordre, parce que ce n'était pas fait pour ça du tout, mais elle reste quand même assez calme. Mais imaginez maintenant, quand il n'y a pas, quand cela se produit avec des enfants un peu plus âgés, avec un fort caractère, par exemple, ou une forte besoin d'être nourris, avec des activités qui ne sont pas assez stimulantes, eh bien, ça peut vraiment aller vers de la destruction, des enfants qui cassent des choses, des enfants qui embêtent les copains, plus ou moins gentiment ou violemment, ou au mieux qui errent et qui de temps en temps font une petite bêtise, voilà, mais qui rendent fou ou folle l'enseignant, et l'enseignant qui ne comprend pas, mais comment vais-je faire avec cet enfant qui erre, ou ces enfants, parce qu'en général ils ne sont pas seuls, et qui ont des comportements destructeurs ou qui ne sont pas constructifs. Et c'est très intéressant parce que quand je suis allée dans la classe de Vania, la première fois, le premier jour, je prenais des photos comme ça, des activités que je trouvais intéressantes. Et puis, il y avait ce petit garçon, il se mettait là, je voulais prendre le tapis parce que je trouvais ça intéressant. Le tapis qui soit dans une matière naturelle, en coton, et je voulais prendre le tapis et c'est impossible. Donc, il se mettait là. Si je ne voulais pas le voir, je le voyais quand même. C'est intéressant les messages qu'envoient les enfants quand même, hein. Eh bien, bon, j'ai fini. Je crois que non, je n'ai même pas réussi à prendre le tapis. J'ai laissé tomber. J'ai pu aller faire autre chose. Et puis j'ai oublié. Cet enfant. Je ne m'en souvenais plus vraiment parce que j'ai visité quand même pas mal de classes quand même. Et puis, en revenant dans la classe de Vania il y a 2-3 semaines, Vania me dit. Donc c'était, moi je rentre dans la classe, je trouvais ça fabuleux. Les enfants, effectivement, il y avait du bruit, effectivement, il y avait de l'agitation, mais c'était une agitation. Il se passait des choses, quoi. Les enfants étaient en activité, la salle est petite, forcément, ça fait du bruit. Comme je vous l'ai déjà dit, je préfère largement ça qu'une salle où les enfants ne font pas un bruit. Ils sont hyper silencieux parce que l'enseignant n'arrête pas de dire chut, chut, chut. Moi, je trouve ça effrayant. Faut trouver le juste milieu. Bon, en tout cas, Vania, je la sens un petit peu déstabilisée. Je lui dis, OK, là, maintenant, là, tu as besoin de quoi? Elle me dit, j'ai besoin de me poser. Et puis, de ça. Je lui dis, non, la première chose que tu as dit, c'est, j'ai besoin de me poser. Elle me dit, mais je ne peux pas me poser, regarde la classe. Je dis, tiens, hop, la chaise, assieds-toi. Donc, elle était un peu tendue, mais elle est restée assise. Moi, je suis restée assise. Et c'est génial, ces moments où il y a du désordre, asseyez-vous avant de tout arrêter. Et j'ai observé et j'ai vu, effectivement, Vania me dit, tu vois, il y a des enfants là qui errent, qui embêtent les autres, qui chamaillent. Et effectivement, je vois 2 petits garçons par là-bas et je ne me souviens plus du tout que c'était ce petit garçon-là, du tout. Et je réfléchis un instant, puis je me dis, je pense qu'il a besoin, mais je ne sais pas si c'est vrai au moment où je le pense. Ça demande à être testé, mais en tout cas, l'idée m'effleure l'esprit que certainement cet enfant, qui avait l'air effectivement très, très éveillé, très en demande, je l'ai senti comme ça, je me suis dit, il a besoin d'une activité qui le challenge un petit peu. Et quand je voyais les activités sorties, je ne voyais pas d'activité qui effectivement puisse le nourrir. Et je demande à Vania si des activités de mathématiques, comment dire, les barres numériques par exemple, étaient entrées dans la classe, est-ce qu'elle les présentait? Et à ce moment-là, je crois que pas encore vraiment, hein, c'est ça, hein? Non. Pas encore, voilà. Et donc, et vous savez, il y a toute une progression avec les barres numériques pour ceux qui connaissent. D'abord, on présente les barres, 1, 2, 3, 4, on dénombre. Et puis, en parallèle, à côté, on présente les chiffres rugueux. Et puis, un jour, voilà, quand l'enfant connaît un certain nombre de barres, peut-être même toutes les barres, alors on lui propose de faire la correspondance. Sauf que ces enfants, en 2e maternelle, c'est comme les enfants de Minerve en 3e maternelle, ils devraient déjà savoir dénombrer jusqu'à 10. Ils devraient déjà connaître les chiffres, les symboles de 1 à 9 et de 1 à 10. Je veux dire, avec ce qui est capable de faire leur cerveau, c'est juste une broutille de faire ça. Donc, mais je vois bien que je me dis, ça risque de ne pas être le cas. Je dis, c'est pas grave. Je dis, tu sais quoi, je vais te présenter une grande activité. Je pense que ça va t'intéresser. En tout cas, moi, j'ai vraiment très envie de la faire avec toi. Est-ce que tu acceptes de la faire avec moi ?
Et on déroule un tapis. Tout ça est un peu laborieux, effectivement. Je sens que les fonctions exécutives ne sont pas tout à fait en place. Bon, après, j'apprends aussi qu'il a des problèmes ORL, donc ça doit jouer sur l'équilibre aussi. Et puis, il déroule son tapis, commence à sortir les barres. Difficile de dénombrer, il ne plaçait pas forcément ses mains au bon endroit. Je lui montre bien comment on tient la barre. Là commence mon travail. Je lui montre que là, on ne va pas faire ça n'importe comment. La main gauche, je lui dis, tu la places là et tu dénombres. 1, ça c'est 1. Tu le fais, à toi. Oh, ça c'est 1. Tu répètes, ça c'est 1. Et on installe comme ça l'ordre avec lui. Après, 1, 2, ça c'est 2. Tu as vu, tout ça c'est 2. À toi, 1, 2, ça c'est 2. Vous comprenez très bien, 1, 2, 3, 4. Et pour vérifier quand même s'il a compris que c'est la quantité que je cherchais et pas la position numérique, je lui dis, est-ce que tu peux me donner 3 ou 2, je ne sais plus ce que c'était. Il me donne la barre. J'ai dit, ok, c'est bon, on va plus loin. Et je lui dis, etc. Et puis je vois, il va jusqu'à 10. Alors effectivement, je crois qu'il loupe une fois ou deux une marche, là, mais une unité, mais c'est pas grave. Je lui dis, attends, tu l'as oublié, regarde, on recommence. Et je l'aide avec sa main. 1, 2, 3, voilà, n'en loupe pas, etc. Et je lui dis, mais en fait, tu sais compter jusqu'à 10. Mais c'est extraordinaire. Mais attends, mais il faut qu'on aille te présenter une autre activité encore plus intéressante. Je lui dis, allez hop, regarde, va dérouler un tapis loin là-bas. Et il déroule un deuxième tapis loin là-bas. Et je lui dis, tiens, avec ces petits chiffres ces petits chiffres, je lui dis, hop, un copain. Et je lui cherchais un copain. Il y avait un petit garçon, Ewen, qui traînait là dans le coin. Je dis, Ewen, viens avec moi. Hop, on va présenter une activité avec Zacharia. Et donc, avec Ewen, on se met sur le tapis où il n'y avait rien. Et on dit à Zacharia, et je montre à Ewen comment faire. Je lui fais la présentation, je lui dis, regarde, je te montre comment tu vas demander à Zacharia d'aller chercher les barres. Et je dis, alors, je lui dis, donc Zacharia, qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, tu ne lui dis rien. Il doit dire, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne sais pas, je me dis, peut-être je vais me prendre une belle gamelle en plus devant Vania, là. Il ne connaît peut-être pas du tout ces chiffres. Et dans mon souvenir, il le connaissait, mais pas tous. Mais bon, il n'en était pas loin. C'est comme les lettres, quand il suffisait que je lui donne. Je lui dis, bon, bah, ça, c'est 5. C'est 5. Est-ce que tu veux bien aller chercher 5? Et puis, il va. Alors, au début, il dénombre tout. Il ne trouve pas. Et voilà. Et puis après, il commence à comprendre, etc. Cet enfant, je l'ai vu devant moi commencer à changer de visage. Mais vraiment. Il n'était plus du tout dans la même intention. Il n'était plus là comme interférer. En même temps, l'interférence était nécessaire, il fallait qu'il nous manifeste sa présence. En fait, il ne parlait pas à l'adulte du tout. Donc, c'était un enfant qui ne parlait pas dans la classe, il parlait aux copains, mais pas aux adultes. Et depuis ce jour-là, il a commencé à parler avec Céline. Et depuis, il parle avec tout le monde, en fait, avec moi, avec tous les adultes qui interviennent. Donc, c'était vraiment un gros déclic pour lui, pour nous. Et c'était magnifique. Et ce petit garçon, ce qui est très intéressant, vraiment, merci du cadeau, c'est qu'il a fait ça, donc on le voit rayonner. Alors, il faut bien s'imaginer, Vania était là, Vanessa, la collègue qui était à côté, arrive, elle voit le petit garçon parce qu'elle le connaît aussi. Voilà, on est tout le monde un peu heureux, là. La directrice qui est là, Valérie, c'est génial. On est tous en ébullition, machin. Puis après, tout le monde repart un peu chacun à ses affaires. Et puis, comme quoi, rien n'est acquis. Je m'assois avec une petite fille avec qui j'étais en train d'essayer justement un jeu Grims. J'essayais un petit puzzle avec elle. Et qu'est-ce que je vois pas? Ça. Mais merci du message. Des boulons en plastique. Ben, c'est-à-dire que il nous montre juste que avec ça, on fait n'importe quoi. Et pourtant, il est bien capable, il était capable de dénombrer jusqu'à 10, de faire l'association au symbole quantité de 1 à 10, je veux dire. Et vraiment, moi, c'est ce qui m'a frappée, et ça a été encore plus fort quand Vania me l'a confirmé, parce que ça a perduré, le changement, même dans l'intention de cet enfant. Là, on sent, quand il est penché sur le tapis, on sent que ça va être compliqué. On se dit, ok, là, on a un gagnant, là. Et regardez à côté, c'est plus le même enfant. On se dit, on va s'amuser là. C'est génial, on va passer un bon moment. C'est plus le même enfant. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est le papa. Ce qu'il t'a dit le soir ou le lendemain, je ne sais plus, qu'il était très ému, le papa.
Donc je lui ai dit que tous les problèmes avec Zacharia, on pensait avoir une petite solution, quelque chose pour l'aider, et que donc ce qu'il avait besoin, c'était d'activités un petit peu plus complexes, et que ça s'était super bien passé, qu'il avait commencé à parler. Et le papa, il m'a regardé avec les larmes aux yeux, il m'a dit merci. Voilà, c'était beau. Et d'ailleurs, tu me disais que le grand frère, je ne savais pas du tout ça, mais le grand frère, en 2e maternelle, commençait à lire. Et ce que je trouve formidable, très rassurant dans les témoignages que me livre Marie ou que me donne Vania par rapport aux parents, c'est qu'il s'est passé la même chose à Gennevilliers. C'est qu'une fois que chez les enfants, on touche cette sphère-là du doigt, eh ben, ça touche aussi les parents et ça touche la relation qu'on a avec les parents. Et il y a une confiance qui s'établit qui est solide. Je peux vous assurer, elle est solide. La preuve, Marie le disait, ils ont tous signé l'autorisation de droit à l'image, ils ne savaient même pas lire, ils ont dit « Ok, je vous fais confiance ». Mais bon, ils ne vont pas nous lâcher, ces enfants. C'est-à-dire que les signaux, ils vont nous les envoyer bien fort, tout le temps, tant qu'on ne changera pas. En plus, ils me regardaient droit dans les yeux, c'est-à-dire que là, je ne pouvais pas le louper. Ils me voyaient prendre des photos, ils continuaient. Alors, ce que j'ai fait, parce que je trouvais que c'était tellement... J'ai vraiment senti que c'était un moment important pour cet enfant. Le lendemain, en fait, j'avais tout un tas de matériel à la maison que j'avais demandé au fabricant Grims je voulais absolument le tester en classe. Et je me suis dit, il faut que j'aille dans cette classe avec ce matériel et en tester une partie là-bas. Et je suis allée voir l'enfant et j'ai pris le puzzle le plus compliqué. Franchement, je ne savais pas du tout s'il était capable de le faire, mais moi, j'ai eu du mal à le faire. C'est la spirale, vous savez, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est ça. Et je suis venue le voir et je lui ai dit, j'avais caché le matériel et je lui ai dit, tu sais, j'ai vraiment passé un bon moment avec toi aujourd'hui et j'avais envie qu'on puisse repasser un autre bon moment ensemble et regarde, j'ai apporté ça. Vous auriez dû voir ses yeux. Il s'est assis à cette table, je l'ai accompagné parce qu'il faut, là pour le coup, un étayage. Et je lui ai montré comment faire. Il était vraiment, vraiment très content, quoi. Et juste pour dire que une fois qu'on a touché ça du doigt, après, il faut l'entretenir. Il ne faut pas le lâcher. Sinon, ça repart de plus belle. Donc là, et ça rejoint ce qu'on disait, ce que j'étais en train de dire, c'est que oui, les premiers jours, quand on installe l'autonomie, c'est formidable, c'est miraculeux. On se dit, j'ai trouvé ma voie, ma façon de faire. Et puis 2 jours après, on appelle en pleurant. D'ailleurs, quand tu m'appelais, on me dit, c'est extraordinaire, on était toutes les deux. Je lui dis, attention Marie, ça va vite revenir, ça va être dur. Juste entends ce que je te dis. Elle me dit, non, mais c'est génial. Je dis, Marie, ça va être dur. Et voilà, ça a été dur après, elle va nous le raconter. Mais du coup, c'est que parce que les activités deviennent vite pas du tout stimulantes pour les enfants. Et ils vont nous le montrer mais d'une manière qui nous ébranle, vraiment. Juste, je voudrais vous dire qu'à Gennevilliers, ça a été le cas. Cette traversée du désert où les activités n'étaient pas du tout suffisantes pour les enfants, en plus, pas suffisantes, pas assez stimulantes, en plus de ne pas avoir de bonnes fonctions exécutives, c'était un mauvais cocktail. Très mauvais cocktail. Et ça a duré des semaines. Et des semaines. Marie, je t'en prie. Donc, comme Céline l'a dit, le lundi, moi j'arrive toujours aussi enthousiaste en croyant que c'était bien acquis par rapport à l'autonomie et à l'organisation de classe. Et il s'avère que j'ai passé cette semaine-ci, c'était vraiment la traversée du désert. À savoir que moi, ma priorité à l'heure actuelle, c'est vraiment qu'ils puissent tous lire pour décembre. Donc, Céline m'a proposé de faire une activité on appelle le tunnel, donc dans le sens où j'avais la chance d'avoir Soraya, donc ma stagiaire, mais moi, j'avais le focus sur la lecture. Donc, toute la journée, je prenais individuellement des enfants pour lire et voir où ils en étaient et reproposer le lendemain avec ces mêmes élèves les lettres qu'on a apprises, voir s'ils s'en rappelaient, et, enfin, tous les sons et compagnie. Et en fait, donc, du coup, c'est important, c'est primordial de faire ces moments-là. Sauf que le mercredi, je me suis rendu compte que
suite aussi aux observations de Soraya, mais qu'il y avait beaucoup plus de désordre, que l'autonomie n'était pas là. Et en fait, voilà, j'ai dû faire une pause le mercredi et partager plus de moments avec eux pour les guider. Mais voilà, le constat du mercredi après-midi, c'était que j'avais 10 enfants sur 19 qui n'étaient pas autonomes, pour différentes raisons. Donc soit ils ne rangeaient pas, soit est-ce que tout le temps des questions, je peux aller aux toilettes, je peux boire, je peux faire une autre activité, je peux. Donc ils viennent déposer leurs mains, mais c'était vraiment à l'excès. Et je pense qu'en primaire, c'est peut-être encore plus dur, dans le sens où ils ont passé 3 années ou plus à demander tout à l'adulte, parce que c'est l'adulte qui sait, c'est l'adulte qui décide, c'est l'adulte qui... Et donc on les rend pas autonomes. En tout cas, moi, dans ma classe, ils ne sont pas du tout autonomes, et, à part certains, quand même, heureusement. Et donc voilà, donc, moi, c'était vraiment un excès de main, là, au point où ils étaient tellement impatients et qu'ils me tapotaient, alors que la première semaine, c'était juste déposé, et ce qui était très énervant. Mais bon. Et donc voilà. J'ai des enfants aussi qui choisissent en permanence, donc pendant ces journées-là, la même activité. Juste, Marie, avant que tu continues, est-ce que quelqu'un a le même souci? C'est-à-dire que les enfants n'arrivent pas à se passer de demander à l'adulte pour faire des choses extrêmement simples. Et en maternelle aussi, tout son... C'est crevant. Ok, non. Une grande majorité. Donc j'ai pu observer aussi que j'avais des enfants qui choisissaient en permanence la même activité. Et donc là, c'est aussi un petit stress de se dire il serait peut-être temps qu'ils voient autre chose. Et c'était essentiellement en fait sur l'activité des Lego et l'activité de. Donc j'ai aussi comme Vania une table pour l'art créatif où ils peuvent prendre les petits matériels, enfin je sais pas, des petits bouts des boutons, des pompons et compagnie dans des petits casiers. J'ai dû arrêter finalement la table. À un moment donné, j'en pouvais plus. Donc la première semaine, quand ils sont rentrés, donc le lundi, ils ont découvert cette table. Il y avait une file d'attente, dans le sens où ils pouvaient créer. Et leur création était intéressante. C'était recherché, je voyais qu'il y avait une évolution. Et donc j'étais assez satisfaite de ce coin. Sauf que cette semaine-ci, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était les mêmes enfants qui y allaient. Ça, en soi, ça peut être dérangeant, mais passons. Le problème, vraiment, c'est qu'en fait, ils ne savent pas que faire. Donc ils arrivaient, ils collaient tout, n'importe quoi, et ils prenaient leurs créations, ils les jetaient à la poubelle. Donc je me suis dit, wow, là, c'est pas suffisamment structuré, peut-être pour des premières années, et pas suffisamment peut-être aussi challengeant. Donc là, la solution à laquelle je pense à voir encore, c'est de mettre devant eux plein de tableaux d'artistes reconnus, et me dire, ça peut peut-être leur donner envie d'aller plus loin que simplement coller une feuille sur d'autres feuilles et me regarder avec la bouche ouverte, quoi. Donc, justement, qui a ce genre de problématique aussi, où les enfants, quand on les laisse libres de créer, c'est le néant, quoi. Ok. Parce que ce qui se passe, c'est que, en tout cas, je m'en suis aperçue en observant un petit peu dans la classe de Marie, et aussi à Gennevilliers, c'était le cas la peinture libre, c'est que si ces enfants n'ont pas pu avoir des activités où on leur transmet des gestes simples, des techniques, eh bien, la liberté devient étouffante. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils n'ont rien. Ils ont besoin d'outils pour ensuite pouvoir créer. Donc, moi, je pense que peut-être, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de cette table créative, ou peut-être à cette table créative, d'avoir aussi des consignes très claires, avec des objectifs très clairs, sur des choses simples, et progressivement inviter les enfants à insuffler ces petites choses dans leur travail. Et puis voilà, mais il faut leur donner des bases. Sinon, la pédagogie de la découverte pure, on sait, ça ne fonctionne pas. Des dizaines et des dizaines d'études qui ont été menées sur le sujet avec des dizaines d'années de recul, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Pareil pour les Lego. Peut-être que si c'est des enfants qui ne jouent pas à la maison du tout aux Lego, ils n'ont jamais eu le parent qui montre comment faire ceci, comment faire cela. On a beau mettre la fiche à côté ou même pas de fiche, créer quelque chose, ça va être un peu n'importe quoi, en tout cas. Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant, avec ces retours qui sont faits, de se rappeler ça quand même, que les moments où on laisse libre, c'est peut-être les mettre aussi en difficulté tant qu'on n'a pas accompagné. Là aussi, l'autonomie dans la création s'accompagne.
C'est comme un enfant qui ne sait pas mettre sa chaussure, on ne dit pas « oh, mets ta chaussure tout seul, allez, improvise ». En faisant un lacet, par exemple. Il y a vraiment l'autonomie dans la création, être accompagné. Donc j'ai aussi des enfants qui font tout comme les autres, mais qui ne prennent pas une initiative propre. Donc ça pose problème essentiellement quand leurs copains sont déjà occupés avec un autre enfant, quand c'est permis d'être deux. Et donc ces enfants-là, en fait, ils tournent tout seuls et ils ne trouvent rien. Donc il faut vraiment les guider et les amener à choisir par eux-mêmes et avoir leur propre aussi personnalité. Oui, et là, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais j'ai envie de revenir aux fonctions exécutives, parce que les fonctions exécutives, c'est quoi? C'est d'abord c'est savoir se fixer un objectif. Là, les enfants ont du mal à se fixer un objectif. Bon, il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des activités qui pour beaucoup, risquent de ne pas les satisfaire, ne pas être suffisantes pour eux. Donc on est dans un mélange, là, comme je disais, qui n'est pas un beau cocktail, là. Mais en travaillant les fonctions exécutives, en travaillant l'autonomie avec des activités, avec un contrôle immédiat notamment de l'erreur, où les enfants peuvent détecter leur erreur parce que le matériel leur signale, mais leur signale immédiatement, pas parce qu'ils doivent retourner la fiche, parce que vous savez, un enfant qui n'a pas un bon contrôle, un enfant qui n'a pas une bonne flexibilité cognitive, c'est-à-dire qu'il a du mal à détecter ses erreurs. Si vous lui mettez une fiche où il retourne et il doit comparer, il verra peut-être même pas son erreur. S'il a une mauvaise flexibilité cognitive, a priori, il a aussi un mauvais contrôle inhibiteur, il ne fera pas trop l'effort de comparer. Donc en fait, ça ne sert à rien pour beaucoup d'enfants, cette autocorrection. Ce qu'il faudrait, c'est quelque chose qui dénonce l'erreur immédiatement. Une pièce qui ne rentre pas, si c'est un jeu de construction, un chalet, je ne sais pas, la pièce ne peut pas rentrer, il faut vraiment se creuser la tête, chercher, parce que l'erreur, la dénonciation de l'erreur a été prise en charge par le matériel. Il n'a pas, lui, à faire ce travail, il n'en est pas capable pour le moment. Mais à mesure qu'il persévère, la flexibilité cognitive se développe, il pourra détecter ses erreurs. Il y a vraiment, je ne sais pas si vous me suivez, mais il y a vraiment un accompagnement à faire là-dessus, sur les fonctions exécutives aussi. Et progressivement, ils seront capables de se fixer des objectifs, voire même de dire à l'enseignant, moi j'aimerais bien ça comme activité. Ce n'est pas dans la classe. Ce n'est pas dans la classe et j'aimerais bien que ce soit dans la classe. Et là, il ne faudra plus que dérouler le tapis rouge. Et cet enfant-là, il sera complètement autonome. Et qui suivent les copains, oui, parce que je pense que c'est un mélange des deux. Pas assez d'activités et des enfants qui n'ont pas d'objectif, donc ils suivent ceux des autres. Vous savez, les enfants qui ont mauvaise fonction exécutive, quand il y en a un qui se jette par terre, ceux qui suivent, ils ont un mauvais contrôle inhibiteur. J'ai remarqué aussi qu'il y avait des enfants qui n'allaient pas au bout de leur activité. Donc soit on sent qu'il y a une mauvaise structure interne, je veux dire, chez l'enfant, et donc il part dans tous les sens, beaucoup d'excitation, mais finalement, ils ne vont pas jusqu'au bout. Il y a des enfants aussi beaucoup qui se découragent, qui ne sont parfois pas motivés, même si c'est une activité choisie, ou voilà, vraiment quand ils se découragent, c'est complexe. Du coup, moi je me dis que c'est pour leur niveau, mais ils n'ont pas la niaque d'y aller, et parce que c'est souvent aussi des enfants pour qui on fait tout à la maison ou à l'école, ou je sais pas, mais qui n'ont pas eu cette motivation à aller jusqu'au bout et qui ne comprennent pas ce qui est challengeant pour eux. Qui a ce problème-là des enfants qui prennent une activité et qui ne vont pas au bout? Ok. Alors je pense qu'il y a deux choses. S'assurer quand même qu'il n'y a pas... il va falloir bien discriminer s'il s'agit d'une situation où l'enfant est face à une difficulté, est face à une vraie difficulté, qui est dans sa zone proximale de développement. Il n'y arrive pas, mais il a besoin qu'on l'aide un peu. Et en plus, il n'a pas de bonne fonction exécutive, donc du coup, il a du mal à faire preuve de persévérance. Et là, il ne faut pas le lâcher, il faut lui imposer d'aller au bout. Il faut imposer d'aller au bout. C'est aussi de la bienveillance, de dire « Ok, là, c'est dur pour toi, je suis à côté de toi, je ne suis pas loin, tu vas y arriver. » Vous savez, ça me fait penser, parenthèse, quand j'avais le dos bloqué la semaine dernière, c'est marrant, j'ai pensé à ça, vous voyez, par les associations d'idées, j'avais le dos complètement bloqué, vraiment, ça faisait très très mal. Et je suis allée voir quelqu'un qui m'a massé. Et elle me dit, je vais appuyer, ça va faire mal. J'ai dit,
Elle me dit, mais il faut détendre à cet endroit-là. Donc elle appuie, et en même temps, elle a fait quelque chose avec son doigt. Je me dis, mais c'est ça que nous, on fait avec les enfants. C'est qu'en fait, elle était là, elle appuyait fort, et de l'autre côté, avec sa main, elle a juste mis sa main, et elle a eu un petit geste, juste une toute petite caresse. Mais à côté, pas là où elle appuyait, vous voyez. Donc en fait, j'ai pas senti là où elle appuyait, j'ai senti à côté. Ce que je veux dire, c'est que parfois, c'est difficile. Pour les enfants qui n'ont pas de bonne fonction exécutive, c'est difficile quand on leur dit, non, tu vas aller au bout. Wow, c'est dur pour eux. Mais on leur dit, je suis à côté de toi. On peut avoir une main sur l'épaule, une main sur le bras, une main sur la main. Et dire, tu vois, je suis là, tu vas y arriver. Allez, oui, c'est dur, mais je suis là. Et tu y vas. C'est ça. Et ils ont besoin de ça. Il ne faut pas lâcher, parce qu'en faisant ça, ils vont travailler leur fonction exécutive. Donc un enfant qui a choisi son activité, je ne parle pas d'un enfant à qui on impose une activité. Un enfant qui a choisi, on dit, tu as choisi, tu dois aller au bout. Et même si vous voyez vraiment qu'il n'y arrive pas du tout, ne perdez pas la face et dites, ok, je vais jusqu'au bout avec toi, je t'aide. Respectez ce que vous lui demandez. Il va au bout avec vous. C'est vraiment très, très important. À Gennevilliers, ça, c'était une grande règle. Un enfant qui avait pris une activité, il allait au bout. Avec de l'aide de quelqu'un si c'était nécessaire, ça peut être l'adulte, ça peut aussi être un copain. On dit là, tu n'y arrives vraiment plus tout seul. Bon, je comprends, c'est vrai que ça a l'air compliqué. Ben, peut-être tu peux aller demander à un copain. Et vous allez le faire tous les deux, mais vous allez aller au bout. Et il sait que vous attendez et que si jamais il range l'activité, ah non, tu ne vas pas ranger l'activité. Et donc suite à ces observations, j'ai vu aussi des problèmes, donc des coins qui posaient problème. Donc, j'ai parlé de la table créative. Les Legos aussi, c'était toujours les mêmes enfants, beaucoup de conflits. Quand un autre enfant voulait y aller, ben, c'était un peu des crises d'opposition et beaucoup de colère, de bouderie. Et alors, il y a aussi le coin bibliothèque, qui apparemment la lecture n'est pas encore comprise pour tous, puisque c'était une arène de jeu où ils jouent à papa-maman, ce que je ne m'attendais pas du tout en première primaire, et bagarre, enfin voilà, tout ce qui était possible de faire, chien, chat, c'était assez dingue. Et donc heureusement que j'avais ma stagiaire qui a un peu recadré l'histoire, mais ça pose quand même question. Et donc moi, suite à tout ça, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe quoi? Parce que la semaine passée, c'était une semaine de dingue. Là, c'est le calvaire limite. Quel est le message qu'ils veulent me faire passer? Et donc voilà, j'ai réfléchi et je me suis dit aussi que sans doute que les activités n'étaient pas suffisamment challengeantes, je pense sincèrement. Trop peu, peut-être même, d'activités. Et donc voilà, ils ne trouvaient plus leur compte, quoi. Malgré que... Et le fait aussi, je pense, que je ne sois pas tout le temps présente pour tous, puisque j'avais une activité bien choisie, qui était la lecture, et mettre un peu le point d'honneur là-dessus. Mais tout ça, mis l'un dans l'autre, ça a été en fait complètement le bazar. Du coup, les jeudis et le vendredi, j'ai été plus attentive effectivement, de toujours garder cet esprit dans mon esprit de me dire il faut que la lecture soit travaillée. Mais même pour moi-même, me dire oh, maintenant je vais m'occuper aussi des enfants, leur apprendre un nouveau jeu de société qui a besoin qui ne connaissent pas, mais qui pourront le faire de manière autonome après une explication. Et voilà. Et aussi, enfin voilà, j'avais vraiment les mains à l'excès. Et donc je pense que chez moi, en tout cas, l'autonomie n'est pas du tout installée. Et ça fait défaut. Et ça pose question, surtout si on est seul dans sa classe. Et je pense qu'on est beaucoup seuls dans notre classe. Et donc voilà, donc je pense que je vais peut-être devoir faire une parenthèse pour pouvoir vraiment m'occuper d'autonomie. Et ça va être ça qui va être difficile, je pense, pendant longtemps. Mais donc voilà, donc c'est ça que Céline expliquait, le fait que ça peut être génial, ça peut être horrible, ça peut être génial, ça peut être horrible. Donc on passe vraiment par des ascenseurs émotionnels. Mais je pense sincèrement qu'on est sur la bonne route et que le changement... On demande aussi aux enfants de changer, on sent chez eux que c'est difficile, pour nous aussi. Et accepter que ça prenne du temps, en fait. Et surtout, c'est comme, vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure, ce matin, je vous ai dit, maintenant qu'on a trié les activités, on a trié les affichages, maintenant on va commencer à réorganiser les meubles qui restent. Et je vous ai dit, mais attendez, ça ne veut pas dire que les activités, c'est terminé. C'est un peu comme quand on soulève le tapis. On découvre dans les meubles des activités qui étaient là, bien cachées, on ne s'en souvenait plus, des affichages aussi empilés. Mais là, c'est pareil. On passe d'un système où les enfants étaient contenus, cadrés,
structuré par l'extérieur, de l'extérieur. Et là, d'un seul coup, on retire ce cadre. Et là, on voit l'état des choses. On soulève aussi ici le tapis et on voit ce qu'il y a dessous. Alors, on fait le choix. Soit on le referme et on dit, OK, moi, je reviens à ce que je faisais avant. En fait, ça m'allait très bien. C'est pas grave, ils passeront d'âge en âge comme ça. Pas grave, c'est très bien. Moi, je n'ai pas la force pour. Soit on se remonte les manches et on se dit, OK, là, je suis face au problème. Là, je vais faire mon métier. Et là, je vais aider ces enfants. Et je comprends tout à fait, ceux qui n'ont pas envie d'y aller. Parce que c'est vraiment, vraiment fatigant au début. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se raconter d'histoire. Vous allez avoir envie de pleurer, vous dire que vous n'auriez jamais dû faire ça, vous n'êtes pas à la hauteur, vous l'avez peut-être même déjà fait, non? Voilà. C'est normal. C'est normal. Quand vous avez dans ce moment-là, vous avez juste besoin de quelqu'un vous rappelle que vous avez fait le bon choix et vous dire que ça va aller, continuer. Mais c'est difficile, donc il faut bien se poser la question. Ce que Marie traverse là et que vous êtes certainement nombreux à traverser. Voilà. Moi, je vous propose d'y aller. Je pense que j'ai de bons outils pour qu'on passe au-dessus de tout ça. Mais là, ce n'est pas un problème. On est juste face aussi à la solution. Tout est là. Cet enfant qui, je ne sais pas si tu l'as vu, Marie, moi ça m'a... Hop, je l'ai vu. Quand on a passé ta vidéo, il y a une petite fille, quand tu t'es assise, tu l'as vu qu'elle lançait la galette. Bon, bah ça, typiquement, ok, là le travail commence. Ok, je te redonne la galette. Veux-tu bien me la rendre, s'il te plaît, correctement? Enfin, là, tu n'en étais pas du tout à ce moment-là, il y avait plein d'autres choses, mais maintenant, avec cette conscience des choses, et c'est peut-être ce qu'on va aborder dans la 4e partie, là, on va revenir au cadre. Le cadre qui va permettre d'installer un fonctionnement sécurisant, structurant, ordonné, et qui va solliciter les fonctions exécutives des enfants. Et en même temps, il ne faudrait pas se mentir. Ça ne suffit pas si on n'a pas d'activité suffisamment challengeante. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai... C'est un problème auquel je ne pensais pas être confrontée cette année de manière aussi forte.